cette première soirée, cette première conférence du colloque Wright pour la science, qui va durer jusqu'à vendredi, tous les soirs. Il s'agit de la 21e édition de ce colloque, organisé tous les 2 ans par la Fondation Wright. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir à l'Uni du Four. Et merci à toutes les personnes qui nous suivent en ligne, sur le direct, sur les réseaux sociaux. Je vais me présenter, je suis Sarah Serondada, je suis journaliste scientifique et je vais avoir le plaisir de modérer... Plus fort, vous m'entendez pas? Est-ce que c'est possible de monter un peu le micro en régie, s'il vous plaît? C'est top? Vous m'entendez? C'est mieux? C'est mieux? Je parle, vous arrivez à monter le micro? C'est bon? C'est top. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Parfait, super. Donc voilà, je suis Sarah Serondada, je suis journaliste scientifique et je vais avoir le plaisir de modérer et d'animer les discussions pendant ces 5 jours du colloque, ces 5 conférences du colloque. Alors, vous connaissez le format, peut-être ou peut-être pas, je vais vous le rappeler. Comme lors de chaque édition, nous avons le privilège d'accueillir des orateurs de renom, des scientifiques de haut niveau du monde entier, et cette année ne fera pas exception. Tous vont nous faire voyager à travers l'univers grâce aux symétries qui forment une sorte de langage secret de l'univers, mais je vous en reparlerai dans un instant. Avant de poursuivre, un petit rappel, une petite demande, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de bien vouloir éteindre vos téléphones portables ou les mettre en silencieux. Et avant de poursuivre, j'aimerais donner la parole à 2 personnes. Tout d'abord, je voudrais accueillir sur scène la professeure Martine Collard, qui est vice-rectrice de l'Université de Genève, qui est notre hôte pour ce très bel événement. Madame Collard, si vous pouvez nous rejoindre, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je suis heureuse d'accueillir encore une fois au sein de notre université ce qui est devenu le traditionnel colloque Wright pour la science. Ce colloque biennal existe depuis 1984, organisé par la Fondation Wright en collaboration avec l'Université de Genève. À cette occasion, des scientifiques de renommée internationale se donnent rendez-vous à Genève pour présenter leur domaine de recherche d'une manière accessible au grand public. Au fil des années, ces colloques ont gagné une réputation dans le monde et à Genève, et ils sont devenus un rendez-vous très attendu par le public genevois. Nous remercions la Fondation Wright pour cette belle collaboration avec notre université. Il est important de souligner que nos liens avec la Fondation vont au-delà des colloques Wright. Les objectifs de la Fondation, à savoir la diffusion des progrès de la science auprès du grand public, s'inscrivent pleinement dans les missions de l'université. La Fondation soutient ainsi plusieurs projets de vulgarisation scientifique menés par notre alma mater, dont le Sciencescope, qui a récemment reçu la médaille de l'innovation de l'université aux côtés du Polyscope. Le Sciencescope, laboratoire public impliquant les facultés des sciences et de médecine et le Centre universitaire d'informatique, accueille chaque année des milliers de visiteurs, principalement des élèves, mais également le grand public, autour d'ateliers de vulgarisation scientifique. Vous avez eu ou aurez l'occasion de découvrir un échantillon de ces ateliers et du travail exceptionnel fait par nos chercheurs et chercheuses pour créer des ponts entre la science et le grand public. Grâce à la Fondation Wright et au travail de nos professeurs, collaborateurs et collaboratrices, nous avons donc le plaisir d'accueillir ici, à l'université, tout au long de cette semaine, 5 scientifiques de premier plan qui nous parleront des symétries dans l'univers, un programme ambitieux qui ne manquera pas de vous enchanter, j'en suis convaincue. Merci. Je souhaiterais maintenant inviter sur scène le professeur Thierry Courvoisier, président de la Fondation Wright, pour un petit mot d'introduction. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. Merci d'être ici ce soir. C'est un plaisir d'ouvrir encore une fois le colloque Wright pour une semaine de conférences qui seront, j'ose l'espérer, excellentes. Merci à l'université aussi, Martine, pour l'hospitalité de l'université. Ce n'est pas tout à fait trivial d'être ainsi les hôtes d'une belle université et dans une salle qui, ma foi, est ce soir bien remplie. Les symétries sont au cœur de notre appréciation de l'harmonie, mais elles sont aussi au centre de la physique fondamentale. C'est à des symétries que l'on doit les lois de conservation. Symétrie dans le temps pour la loi de conservation de l'énergie. C'est
loi dont certains feraient bien de se souvenir quand ils parlent de produire de l'énergie, une expression qui est, ma foi, un non-sens, parce que la seule chose que l'on puisse faire, c'est de transformer de l'énergie d'un mode à un autre, thermique à électricité, électricité à mouvement, etc. Les lois de la symétrie sont aussi au cœur de la question de notre existence. Vous et moi, mesdames et messieurs, sommes faits de matière. Il y en a certains qui souhaiteraient que nous ne soyons que de l'esprit, mais nous sommes faits de matière. Vous vous êtes assis sur des chaises, ces chaises sont en matière aussi. Si elles avaient été en antimatière, l'action de vous asseoir aurait eu des conséquences dramatiques. Et l'existence de cette matière par rapport à l'antimatière est une existence qui est due au bris de symétrie, et c'est une des questions dont nous entendrons parler cette semaine, et c'est une question qui n'est pas encore résolue. Les symétries sont aussi au cœur de l'évolution du vivant. On est à peu près symétrique, et cette à peu près symétrie provient de l'évolution de la vie, et nous en parlerons aussi. Alors tous ces sujets font que la Fondation a décidé, il y a 18 mois ou quelque chose comme ça, de consacrer ce colloque et le spectacle qui l'accompagne sur la façade du musée d'art et d'histoire aux symétries dans l'univers. Et j'aimerais beaucoup remercier nos orateurs d'avoir accepté de passer une semaine avec nous et de partager leur savoir avec le public genevois. Et j'aimerais remercier Sarah Sermondada aussi pour servir d'intermédiaire entre le public et les orateurs. Et au fond, c'est à ce groupe de personnes que nous devrons le succès de cette semaine. Mais j'aimerais profiter d'être ici pour remercier encore le comité scientifique. Yvan Rodriguez, Jean-Pierre Wolf, Brigitte Parrain et surtout Camille Bonvin, avec laquelle c'est un plaisir d'avoir organisé et de préparer cette semaine. J'aimerais remercier le conseil de la Fondation pour le travail qu'il accomplit avec nous, et dans le conseil particulièrement Murtassa Assad Syed, grâce au travail duquel la Fondation continue d'avoir les moyens de soutenir son travail. Et puis une semaine comme ça ne se fait pas tout à fait juste comme ça, mais on doit cette semaine au travail de Fanon Sisban et d'Ascension à la Fondation Wright. Et Fanon est à l'université, Ascension est à la Fondation, et au fond, l'interaction entre ces deux personnes fait que l'interface entre l'université et la Fondation est aussi douce qu'une pêche en été. Et j'aimerais encore remercier beaucoup toutes les personnes que vous allez voir pendant cette semaine et qui vont faire de façon à ce que le déroulement de ces soirées soit aussi doux, mais peut-être comme un abricot. Et parmi ce personnel, j'aimerais souligner le travail des interprètes qui feront que ceux d'entre vous qui ne parlent que peu le français puissent profiter des conférences qui sont en français et que ceux qui ne parlent que peu l'anglais puissent profiter des conférences qui seront en anglais. Avec ça, merci d'être là, bonne semaine, bonne soirée et à vendredi. Ah. Je vais juste parler une toute petite minute avant de vous donner la parole, Jean-Marc. Donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas juste un cycle de conférences classique sur les mystères de l'univers. On va prendre les symétries pour guide, et comme l'a dit Thierry, c'est un concept qui nous est en fait assez familier, même si on le connaît mal. L'art, la musique, l'architecture, autant de domaines de la créativité et du savoir où les symétries jouent un rôle fondamental. Et elles jouent aussi un rôle clé dans l'écoulement du temps, dans l'histoire de l'univers, ou même dans l'agencement, comme on le verra demain soir, des lois de la physique qui le gouvernent.
Donc, ces symétries peuvent aussi parfois être brisées, et c'est probablement là la clé de plusieurs mystères qui agitent le monde de la physique depuis maintenant plusieurs décennies. Donc, pour ne citer que quelques exemples. Si le Big Bang a créé autant de matière que d'antimatière, où est passée l'antimatière? Pourquoi l'univers est-il en expansion? Et pourquoi cette expansion accélère-t-elle? Pourquoi les molécules qui façonnent le vivant, pour beaucoup d'entre elles, ne sont pas superposables à leur image dans un miroir? S'il y a des chimistes dans la salle... Oui. Vous pourriez essayer de parler derrière les deux micros. Je suis désolée, on m'a demandé de parler dans ce micro, mais il y a peut-être des problèmes. En fait, c'est juste qu'on m'a demandé de parler dans ce micro-là, mais s'il y a un problème, on peut le couper. On peut le couper. Coupez le micro-là, je vais essayer l'autre. Dites-moi. 1, 2. Par contre, il faut que vous coupiez l'autre. Donc, faites-moi un signe en régie quand c'est bon. C'est bon. Voilà, merci pour votre retour. Moi, je ne sais pas ce que ça donne. Donc, bon, j'espère que vous m'entendez mieux maintenant. Donc, comment? C'est la même chose. Écoutez, je suis bien embêtée, c'est la technique. C'est qu'il y a de l'écho, en fait. Ils ont mis de l'écho, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est bizarre. Donc, réessayons. Est-ce que ça va mieux? Il y a toujours de l'écho, en fait. Hein. Donc, je vais comme ça ou... Est-ce que vous préférez comme ça ou c'était mieux avant? Est-ce qu'on remet... Bon. Donc, bref. Donc voilà, quelques questions qui traversent le champ de la physique et les énigmes non résolues. Pour celles et ceux qui viendront tous les soirs cette semaine, vous verrez à quel point c'est un domaine où beaucoup reste encore à découvrir et où les champs de recherche sont interconnectés. Astrophysique, cosmologie, physique fondamentale, théorico-expérimentale sont en dialogue étroit et c'est pour cette raison que cette année, nous avons la chance que nos conférenciers vont pouvoir être présents plusieurs soirs d'affilée. Ils seront présents pour le panel de discussion après chaque conférence. On va avoir du coup non pas un mais 3 panélistes pour répondre à toutes vos questions. On vous rappelle le format, bien sûr, 45 minutes de l'exposé et 45 minutes de questions. On pourra notamment répondre à vos questions. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que vous aurez deux moyens dans la salle de poser vos questions. Vous aurez des micros qui vont circuler dans la salle lors du temps de questions-réponses. Il suffira de faire un signe pour obtenir le micro. Et pour ceux qui nous suivent à distance sur la plateforme en ligne, vous pouvez vous connecter à l'outil Slido via le petit QR code qui est derrière moi. Et n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau pendant la conférence. Elles seront lues pendant la partie questions-réponses. Et évidemment, comme les conférences se déroulent en français ou en anglais selon la langue du conférencier, n'hésitez pas, que ce soit dans la salle ou à distance, à poser vos questions dans l'une ou l'autre de ces langues. Elles seront traduites par notre équipe d'interprètes. On vous a normalement confié un casque à l'entrée pour la traduction en direct et le live internet aussi sera traduit. Voilà, on y est presque. Et la tradition, comme vous le savez, veut que l'orateur du jour soit présenté par un scientifique de l'Université de Genève. Et j'ai donc le plaisir, pour présenter Jean-Philippe Uzan, d'accueillir sur scène le professeur Jean-Marc Triscone. Vous êtes aussi physicien. C'est à vous, Jean-Marc. Merci beaucoup. Merci. Comment faire une bonne seconde? Voici le titre, un brin mystérieux, que nous propose le professeur Jean-Philippe Uzan pour l'exposé de ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première soirée des colloques Wright. Je vais être bref. Dans ma présentation de notre orateur, vous êtes là ce soir pour l'écouter. Jean-Philippe Uzan a étudié à l'École des Mines à Paris avec une spécialisation en sciences de la Terre. Il rejoint ensuite l'Université de Paris-Sud, aujourd'hui Paris-Saclay, où il bascule en physique théorique et obtient un DEA et sa thèse en 1998. Il connaît bien Genève, ayant travaillé comme postdoctorant dans le groupe de Route du Rher au département de physique théorique de l'Université de Genève. Il rejoint ensuite le CNRS, il est directeur de recherche depuis 2009 et professeur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Jean-Philippe Uzan est un grand spécialiste de la gravitation et de la cosmologie relativiste. Il s'est beaucoup intéressé à l'étude des constantes fondamentales comme test de la théorie de la gravitation.
Il a développé de nombreuses prédictions permettant de sonder la relativité générale à des échelles cosmologiques. Au-delà de ses très nombreuses publications scientifiques, Jean-Philippe Ouzan a écrit plusieurs livres pour le grand public et certains pour les plus jeunes, comme « La gravitation ou pourquoi tout tombe, toujours », traduit en italien, espagnol, turc, coréen et chinois. Jean-Philippe Ouzan a reçu de nombreuses distinctions. Je mentionne les prix Paul Langevin de la Société française de physique, le prix Georges Lemaître et le prix Ciel et Espace. Plus surprenant et révélateur de ses talents, le musicien Fabien Waxman lui a dédié une composition musicale. Également, un astéroïde porte son nom, 35391 Ouzan. Impressionnant. Ce soir, Jean-Philippe Ouzan va nous parler du temps, cette mystérieuse quatrième dimension qui s'écoule dans un sens et qui semble passer lentement ou rapidement selon nos activités. Le temps, son écoulement, la seconde, sa mesure, qu'est-ce qu'une montre ? Je vous propose d'embarquer tout de suite et de suivre, au cours d'un temps qui va certainement couler très vite, l'exposé de Jean-Philippe Ouzan, que nous pouvons déjà remercier pour sa présence ce soir. Très belle soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez tous? C'est merveilleux. Bon, c'est le moment où je retrouve mon ordinateur après tous les gens qui ont parlé derrière, et là, il y a un petit moment de tension. Non, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là ce soir. Un grand merci à la Fondation pour son invitation. Je suis très heureux de passer cette semaine à Genève. Ça me rappelle un petit peu ma jeunesse, à l'époque où le groupe de route était dans ses premières phases. En fait, on n'était pas beaucoup et il se passait beaucoup de choses. C'est un moment où la cosmologie était assez en effervescence. Et aussi, voilà, je trouve que c'est un honneur de lancer cette semaine de science sur une question qui est vraiment difficile. En fait, quand Camille m'a écrit pour demander de parler des symétries, on a tout de suite des idées. Et puis ensuite, elle a spécifié qu'elle voulait que je parle du temps. Et j'ai dû un peu me creuser la tête pour savoir comment j'allais réussir à relier les deux concepts. Parce que bien sûr, le temps, c'est quelque chose à la fois de commun et de très compliqué. On a tous une notion assez intuitive de ce que sont l'espace, le temps. C'est des concepts qui sont abstraits, qu'on va mathématiser, mais ils sont là dans notre vie de tous les jours. Et en fait, leur formalisation mathématique, historiquement, en fait, elle s'est imposée par la rencontre de la géométrie et de la mécanique. Pourquoi les objets bougent? Comment est-ce que les objets bougent? Comment est-ce qu'on peut décrire tous ces mouvements? Et là, dès qu'on s'adresse à ce genre de questions, je pense qu'il faut déjà tout de suite un petit peu marquer son champ, là où on n'ira pas trop, où on ira avec certaines précautions. Pour un philosophe, on va essayer de savoir un peu quelle est la nature du temps, la nature de l'espace. Je ne veux pas vous décevoir, je n'en sais rien. Mais pour un physicien, et j'entends physicien au sens de Newton, comme la philosophie naturelle, comment décrire le temps, comment mesurer le temps. Et c'est peut-être là que, comme on est en Suisse, on peut sur ce genre de questions citer peut-être le plus éminent chercheur de tous les temps que nous connaissions, qui est Albert Einstein. Il écrivait dans « Comment je vois le monde » la chose suivante. Il disait « Chaque homme cherche à se faire une image du monde simple et claire. Chacun procède à sa façon, qu'il s'agisse d'un peintre, d'un poète, d'un philosophe ou d'un physicien. La tâche suprême du physicien consiste donc à rechercher les lois élémentaires les plus générales, à partir desquelles, par pure déduction, il peut acquérir une image du monde. » Et il rajoute « Aucun chemin logique ne conduit à ces lois élémentaires. Il s'agirait plutôt d'une intuition développée parallèlement à l'expérience. » Et vous voyez, il a tout dit. L'intuition, parce que en fait, la façon dont on va mathématiser les phénomènes de la nature, il n'y a pas de règles. En fait, on essaye, c'est des essais-erreurs qui sont guidés par l'expérience. Et c'est l'expérience qui, in fine, valide le fait que ces descriptions sont des bonnes descriptions. Bien sûr, toujours à la limite des erreurs expérimentales et des barres d'erreurs et des précisions qu'on est capable d'obtenir expérimentalement, ce qui fait qu'éventuellement, ces descriptions vont changer au cours du temps. Alors notre représentation du temps, on a l'impression que c'est quelque chose qui a une seule dimension. Nous n'avons qu'une seule aiguille sur notre temps. Quand on donne un rendez-vous à quelqu'un, on n'a pas besoin de donner deux informations sur l'heure du rendez-vous, ce qui n'est pas le cas quand on se donne un rendez-vous dans l'espace, où on doit donner peut-être le numéro de la rue et puis l'étage. Il semble couler continuellement et pas par saccades, et il a une direction, on fait une distinction entre le passé et le futur.
Alors comment représenter ça? Comment le mesurer? Et je pense que je vais commencer par la mesure. Peut-être parce que, comme vous l'avez dit, je suis avant tout physicien théoricien, mais depuis quelques années, j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui font de la métrologie, qui s'intéressent à mesurer les quantités, à définir les systèmes d'unités. Et j'ai beaucoup appris, et en particulier qu'il fallait toujours s'attacher, même quand on fait de la théorie, à la mesure. Alors, finalement, si on remonte, on essaye de remonter le plus loin possible. Le plus loin que j'ai réussi à remonter, c'est il y a 30 000 ans. Vous avez ici un os gravé qui date de 30 000 ans avant notre ère, qui a été trouvé dans l'Abri Blanchard en Dordogne. Et les archéologues, et là je parle sous leur autorité parce que je suis assez incompétent, nous disent qu'il s'agirait de la représentation de l'observation des phases de la Lune pendant environ 2 mois et demi. On aurait donc la preuve que déjà, il y a 30 000 ans, on avait remarqué ce cycle des phases de la Lune, de cette Lune qui est belle et ronde, qui disparaît et qui réapparaît après un mois lunaire. Et en fait, les phénomènes astronomiques vont nous donner de nombreux cycles. On a des cycles diurnes, le lever et le coucher du soleil. La nuit, on voit la voûte céleste tourner autour de l'étoile polaire. Et puis, bien sûr, les phases de la Lune, c'est peut-être le plus bel astre que l'on ait. C'est le seul astre. Il faut toujours réaliser ça quand on voit la Lune. Moi, je suis un amoureux de la Lune, que quand on voit la Lune, c'est l'endroit le plus lointain que l'humanité ait exploré, mais c'est aussi le seul astre que l'on peut étudier, distinguer sans avoir d'instrument. Et donc, c'est quelque chose qui est dans notre ciel tous les jours. Alors, quant au Soleil, eh bien, vous le remarquez, il se lève plutôt à l'est, il se couche plutôt à l'ouest, pas toujours au même endroit en fonction de la saison. Et à partir du moment où on voit cette course du Soleil, on va tout de suite avoir de façon assez simple une façon de mesurer le temps. Et pour cela, il vous suffit de planter un bâton dans le sol, ce qu'on appelle un gnomon, et vous obtenez une horloge solaire, un cadran solaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce moment particulier qui est le midi solaire, le moment où le soleil culmine dans le ciel. Alors, attention, je le dis pour les étudiants, parce que souvent on m'a fait le coup de dire qu'il ne culmine pas au zénith. Vous savez, il ne monte au zénith qu'entre les 2 tropiques et encore 1 à 2 fois par an. Mais à partir du moment où vous avez la course de cette onde, vous allez commencer à pouvoir mesurer le temps, à graduer le passage du temps. Mais vous voyez que la durée de journée, le moment où il va faire clair, c'est très embêtant en français parce que jour, c'est à la fois cette série de 24 heures, mais aussi la période de clair. Je vais essayer de ne pas trop m'embrouiller. Mais la durée de cette journée va dépendre, elle va être plus courte en hiver, plus longue en été. Mais on va être capable de mesurer le temps. Et le problème qui va se poser, c'est de savoir comment on fait la nuit. Parce que si vous plantez un bâton la nuit et que vous essayez de regarder l'ombre, vous allez avoir un problème. Et ce n'est pas un petit problème. Dans la Haute-Égypte, et à Babylone aussi, on se dit, mais comment est-ce qu'on fait pour mesurer les heures la nuit? Et c'est très important parce qu'il faut déterminer les heures des prières. Il n'y a pas le soleil, mais on a la rotation de la voûte céleste. Et là, il va y avoir presque un coup de génie. On va remarquer qu'il y a certaines étoiles qui se lèvent juste avant l'aube. On les voit apparaître, et puis ensuite, avec la lumière du soleil, elles disparaissent tout de suite du ciel parce que le ciel devient trop lumineux. On appelle cela un lever héliaque. Et on a décidé, les astronomes égyptiens ont décidé de choisir le moment où une certaine étoile avait ce lever héliaque pour dire « c'est la fin de la nuit, il fait suffisamment clair pour dire que maintenant c'est le jour ». Très bien, on peut savoir quel est le début et la fin de la nuit comme ça. Vous avez choisi une étoile, mais si vous attendez une dizaine de jours plus tard, comme le soleil s'est un peu déplacé vers l'est, cette étoile se lève bien avant le début du jour. Et on s'est dit, en fait, il faut choisir pas une seule étoile, mais une série d'étoiles. La question, c'était combien ? Et là, il faut se rappeler qu'à l'époque, l'année était découpée en 360 jours, 36 périodes de 10 jours plus 5 jours qu'on appelait épagomènes, et on s'est dit on va choisir une étoile dont le lever donne la fin de la nuit, le début de la journée, par décan, donc par période de 10 jours. On a donc eu 36 étoiles, mais vous voyez comme le jour, il fait jour avant le lever du soleil, il fait nuit après le coucher du soleil. En fait, si on observe, on voit qu'on a typiquement 12 étoiles que l'on voit, de ces étoiles que l'on voit dans le ciel pendant la nuit. Et donc, on a décidé de découper la nuit en 12 heures. Et on a décidé que la journée, la période de jour aurait aussi 12 heures, donc 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Mais comme la journée, la période de clarté est plus longue que la nuit, vous voyez que ces heures-là n'ont pas la même durée. Et ça, c'est quelque chose qui va perdurer jusqu'à très longtemps. On va avoir des heures de jour, des heures de nuit. On va même avoir des heures qui sont différentes en fonction de l'endroit où on se trouve dans le pays. En France,
Je ne sais pas pour la Suisse, malheureusement, peut-être que quelqu'un pourra nous le dire, mais en France, c'est en 1871 qu'on a décidé que l'heure en France serait l'heure de Paris. Parce que vous voyez, le midi solaire à Strasbourg ou à Brest, en fait, va être décalé de 40 minutes, puisqu'on on a ce décalage est-ouest. Et donc, à partir de ce moment-là, on a une journée de 24 heures, cette ombre du gnomon, comme je vous l'ai dit, il tourne d'ouest en est, et on voit tout de suite que l'on va avoir un certain héritage. Si les aiguilles de vos montres tournent dans le sens habituel des horloges d'une montre, des aiguilles d'une montre, c'est bien le souvenir de cette ombre du bâton qui tourne d'ouest en est. Attention, dans l'hémisphère nord, parce que si vous étiez dans l'hémisphère sud, eh bien, ça serait l'inverse. Et donc, c'est la Terre qui va fonder les mouvements du temps. Alors, on a deux mouvements qui sont caractéristiques, le mouvement de la Terre sur elle-même et de la Terre autour du Soleil. Et donc, on va décider qu'une année, c'est la durée qu'il faut pour que la Terre fasse un tour du Soleil, autour du Soleil, et une journée, la durée qui s'écoule pendant que le temps que la Terre fasse un tour sur elle-même. Alors là, il faut faire attention, c'est-à-dire comment sait-on qu'on a fait un tour? Ça peut être la récurrence du Soleil au moment où il culmine, mais par rapport à des étoiles distinctes, ça ne va pas être exactement la même chose parce que la Terre bouge sur son orbite. Donc les astronomes ont dû travailler un petit peu et ils font la distinction entre jour sidéral et jour solaire, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, juste pour que vous sachiez qu'il y a différentes définitions du jour. Ils vont prendre ce jour solaire comme unité de base, comme référence, et ils vont dire ça c'est 24 heures. Et puis ensuite, héritage babylonien, on divise tout en 60. On va se dire, on a une journée de 24 heures, chaque heure fait 60 minutes, chaque minute 60 secondes. Vous faites la multiplication, 24 fois 60 fois 60, 86 400 secondes. Une journée, 86 400 secondes. Vous avez donc la première définition de la seconde. C'est celle qui va être utilisée par tout le monde sans qu'elle soit formalisée, et elle ne sera formalisée qu'en 1889. Parce que suite à la Révolution française, on a eu cette volonté de créer un système d'unité qu'on appelle le système international d'unité, la création du mètre, la création du kilogramme, la définition de la seconde. Et vous voyez, ces unités sont importantes. Parce que imaginez qu'à différents endroits d'un pays, on ait des mètres qui s'appellent mètres, mais qui ont différentes tailles, des kilos qui ne pèsent pas exactement la même masse. Comment peut-on assurer le commerce? Comment peut-on certifier des opérations? Et donc, il y avait une véritable nécessité pour la société, en fait, de définir des unités le plus stables possible et le plus précises possible. Et donc, en 1889, au premier congrès général des poids et mesures, on va définir la seconde à partir du jour solaire. On dit que c'est 1 sur 86 400 fois la durée du jour terrestre moyen, et donc on a une définition de la seconde, et ce texte fait force de loi. C'est voté par les représentants des États membres du Conseil international des poids et mesures, et suite à leur vote, voilà ce qu'est la seconde. C'est plus quelque chose qui se discute ensuite. C'est très bien. Malheureusement, comme va le remarquer Maxwell en 1870, c'est une adresse présidentielle à l'Association britannique pour l'avancement des sciences, il va dire la chose suivante. Il va dire: si nous voulons obtenir des standards de longueur et de temps et de masse qui soient absolument permanents, nous devons les rechercher non pas dans les dimensions ni dans les mouvements ou la masse de notre planète, mais, le mais c'est pour la suite de mon exposé, ce qui est important là, c'est, il dit, la Terre, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Eh bien, ça ne fonctionne pas parce que le mouvement de notre planète n'est pas assez stable. Tout d'abord, on sait que notre planète s'est ralentie au cours du temps à cause des effets de marée. On sait que la Terre tournait beaucoup plus vite sur elle-même dans le passé. On est capable de le mesurer aujourd'hui avec des méthodes géologiques. On regarde la croissance des coraux, par exemple, et on sait qu'au temps des dinosaures, il y a 100 millions d'années, eh bien, on avait une année de 380 jours de 23 heures. Donc le temps continue les journées que la Terre continue à ralentir, et ça va continuer. C'est un effet d'évolution géophysique, astrophysique, d'interaction entre la Terre, le Soleil et la Lune. Mais pas simplement à l'échelle des millions d'années, parce que franchement, on pourrait avoir un système de quelques milliers d'années pour nous, ça suffirait. On parle de millions d'années, donc c'est vraiment des échelles de temps qui sont très très grandes. Non, à l'échelle de la journée. Ici, j'ai téléchargé sur ce site qui, chaque jour, vous donne la durée de la journée. Aujourd'hui, notre journée, donc ce 4 novembre, était 4 dixièmes de millisecondes plus courte que les 24 heures. Et chaque jour, en fait, vous avez des variations. Pourquoi ?
Parce que la Terre est un système qui est un système fluide, il y a des océans et il y a des atmosphères. Eh bien, toutes ces masses, en fait, vont se répartir différemment en fonction des saisons, en fonction du climat. Et il va y avoir des influences aussi de tous les astres qui sont autour de nous. Et donc, la période de rotation de la Terre n'est pas stable à l'échelle de la journée. Et vous avez ici un petit graphique qui vous montre l'évolution de la durée de la journée, voilà, sur les 200 dernières années. Donc, cela ne marche pas. Alors, comment faire ? Eh bien, on peut dire que la Terre n'est pas assez stable. Peut-être que l'orbite de la Terre autour du Soleil est plus stable. Et en fait, c'est ce que le Conseil général des poids et mesures va décider en 1854. Au lieu d'utiliser la Terre, la rotation de la Terre sur elle-même comme référence, il va utiliser le mouvement de la Terre autour du Soleil. Et il va dire que c'est une certaine fraction, alors pas de n'importe quelle année, c'est l'année 1900. Et puis, quand on marque année tropique, c'est comme jour solaire, jour sidéral, ça veut dire qu'on a bien défini la façon de savoir quand est-ce que la Terre a fait un tour. On fixe cette année-là. Et à partir de ce moment-là, ça donne une nouvelle définition de la seconde. Donc c'était le meilleur que l'on pouvait faire à l'époque, mais je vais essayer de vous expliquer qu'on a dû radicalement changer notre façon de penser la mesure du temps. Mais surtout ici, pour l'instant, vous voyez, je mesure des choses, je parle de quantités que je n'ai pas du tout définies. Et comme vous voyez, on parle de mouvement de notre planète autour du Soleil et sur elle-même, donc on parle de mécanique. Quel va être le lien entre le temps et la mécanique ? Et puis d'un point de vue pratique, eh bien, comment faire pour mesurer un temps court ? Si j'ai 24 heures que je le divise, comment est-ce que je sais que je divise de façon complètement égale ? Réciproquement, si j'avais un outil qui mesurait des microsecondes, comment est-ce que je sais que quand j'additionne les microsecondes, sur les temps longs, je garde la même précision ? Comment avoir la même précision de mesure du temps sur des grandes échelles de temps ou sur des petites échelles de temps ? Et là, la révolution, ça va être l'invention de ce qu'on appelle les horloges. Comment faire une bonne horloge ? Et là, je parle en Suisse, donc clairement, je prends des risques. Déjà, qu'est-ce qu'une horloge ? Alors souvent, on dit une horloge, c'est un phénomène périodique qui permet la mesure du temps. Imaginez que vous n'ayez pas d'outil de mesure du temps. Comment pouvez-vous savoir qu'un phénomène est périodique ? Vous ne pouvez pas l'assurer. Et donc, la question qui va se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on a créé la première horloge. Et là, je ne parle pas en historien, je vous parle en termes de physicien, c'est plutôt conceptuel. Je n'ai pas d'outil de mesure du temps. Comment est-ce que je fais pour créer une horloge ? Et qu'est-ce qui m'assure dans les lois de la nature ? Quelles sont les conditions qui font que je sais que cette horloge est une bonne horloge ? Alors, on va faire une petite expérience. On va prendre 2 récipients de forme quelconque. On va les remplir d'eau. Et puis, on va faire un petit trou avec un robinet. On va ouvrir en bas, l'eau va couler. D'accord ? Et puis, au bout d'un certain temps arbitraire, on va fermer les 2 robinets en même temps. Donc, voilà ce qui se passe. Ça a coulé un peu plus dans celui de gauche, un peu moins dans celui de droite, simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes géométries. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que le premier, on va le remplir de nouveau. Voilà ce qu'on va faire. Je suis dans cette situation. Et puis, je recommence. J'ouvre les 2 robinets en même temps, je les ferme en même temps, et je m'arrête quand... Ben oui, il y a un décalage entre ici et là, c'est intéressant. Donc voilà, je les re-remplis, pardon. Et donc je vais m'arrêter au moment où le niveau arrive à la graduation que j'ai marquée sur mon solide. Je recommence. Allez, viens, voilà. Et donc, à ce moment-là, j'arrête et je marque 2. Et je peux itérer le processus. Et normalement, si l'eau prend toujours le même temps pour coller de la surface à l'endroit où j'avais fait la première encoche, eh bien, je suis sûr que les graduations vont être telles qu'il se passe toujours le même temps pour que la surface de l'eau passe d'une graduation à l'autre, même si votre solide a une forme qui est complètement arbitraire. Alors ça, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui fait en fait que c'est possible ? Et vous voyez ce que j'ai utilisé ici ? J'ai utilisé un phénomène physique qui est cette eau qui coule, qui est reproductible. C'est-à-dire que si je prépare mon système physique dans les mêmes conditions et que je le laisse évoluer librement, eh bien, son évolution future va être identique. Ça, c'est une symétrie des lois de la physique. On dit que l'évolution est indépendante du moment où on fait l'expérience. C'est ce qu'on appelle aussi, en termes plus techniques, l'invariance de translation dans le temps. Et en particulier, ça implique que les lois universelles de la physique, les lois de la physique sont universelles, elles ne dépendent pas directement du temps. Imaginez que les lois de la nature dépendent du temps, ou même de l'espace. Comment est-ce qu'on pourrait faire de la cosmologie ? Comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que les lois de l'électromagnétisme sont les mêmes dans une autre galaxie qui est distante ? On ne peut pas aller là-bas faire des expériences de physique. Et donc, en fait, ça biaiserait toute notre façon de reconstruire l'histoire de l'univers.
Et donc, pourquoi est-ce que cela est possible? Et c'est là qu'il y a une innovation, qui est une innovation due à une mathématicienne qui s'appelle Amy Noether. Elle va comprendre que cette invariance dans la translation dans le temps, c'est-à-dire le fait que les lois de la physique soient indépendantes, l'évolution des systèmes indépendante du moment où on fait démarrer l'expérience, eh bien, implique la conservation d'une quantité. Cette quantité, on l'appelle l'énergie. Alors, vous avez eu tout à l'heure un petit mot sur cette énergie qui est toujours conservée. Et ça, c'est une quantité conservée qui est associée à cette symétrie. Et en fait, comme on va le discuter, je pense, un peu plus tard, et puis pendant cette semaine, il y a de nombreuses symétries, et à chacune de ces symétries, il va exister des quantités qui sont conservées et qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Alors ça poserait un problème si ce n'était pas le cas. Si l'énergie n'était pas conservée, juste posez-vous la question de votre compteur d'électricité dans votre maison. Vous pourriez aller voir votre livreur la personne qui vous fournit l'énergie, en disant votre électricité, en disant en fait l'énergie a varié entre chez vous et chez moi. Ce qui est marqué là ne correspond pas à ce que j'ai vraiment payé. Donc c'est vraiment quelque chose d'important aussi d'un point de vue pratique. Alors pourquoi est-ce possible? Eh bien, si je prends un système idéal et que j'ai cette conservation de l'énergie, que je prends un système qui est isolé du reste du monde, eh bien mon expérience sera vraiment reproductible si, en partant des mêmes conditions initiales, j'ai la même évolution future. Alors voici un exemple. Je prends un pendule, ici, et en fait, si je le lâche à une certaine hauteur, si l'énergie est conservée, eh bien, il va osciller, il va revenir exactement à la même position. Il va revenir à la même position, il va s'arrêter, donc il aura la même vitesse. Et donc, après un cycle, l'état final est l'état initial que j'avais au début du cycle. Donc, je sais que chacun des cycles, en fait, va avoir la même durée. Alors ça, c'est vrai en absolu, parce que dans la pratique, ce n'est pas vrai. Si je prends mon pendule et que je suis à Paris ou Pérou ou en Laponie, comme l'expérience avait été faite au XVIIIe siècle, eh bien on va se rendre compte que le pendule ne veut pas exactement la même durée pour osciller. Si la longueur du fil change, ça ne va pas être la même chose. Il peut y avoir les frottements de l'air, les frottements du support. Et donc, en pratique, si vous prenez un pendule qui oscille comme ça, eh bien, il va perdre de l'énergie. Au bout d'un certain temps, il va s'arrêter. Et donc, en fait, votre montre va retarder. Et ça, c'est vrai aussi avec vos montres. Si vous ne remontez pas vos montres ou si vous n'avez pas une montre automatique qui se remonte elle-même, eh bien, elle ne va plus garder la mesure du temps de façon précise. Alors, dans un cas réaliste, on a ce problème de l'environnement qui va limiter la création d'une horloge parfaite. Et ça, c'est vrai, mais alors quand on va chercher des précisions ultimes, c'est vrai de tout. En fait, la position des astres dans le système solaire qui va changer le champ de gravitation dans lequel je suis ici, eh bien, n'est jamais deux fois la même. Donc, en fait, si j'atteins une précision ultime, on voit que je ne peux pas faire une montre qui va mesurer le temps de façon régulière et stable avec une précision ultime. Parce qu'il va y avoir ce bruit de tout, déjà de la forme de la Terre qui change, on l'a vu tout à l'heure avec sa rotation, mais aussi de tous les objets gravitationnels qui sont autour de nous. Et quant aux lois de la physique, comment savoir en fait si elles changent au cours du temps? Alors ça, c'est un grand domaine de recherche, peut-être qu'on pourra en parler plus tard, que je ne veux pas aborder ici, mais en fait, aujourd'hui, on sait, en particulier en utilisant ces fameuses constantes de la physique, on sait tester le fait que les lois de la nature n'ont pas changé pendant environ 13 milliards d'années. À une certaine précision, comme toujours quand on fait de la physique. Donc à partir de là, on va avoir un certain nombre d'outils pour mesurer le temps, des clepsydres, des sabliers, des bougies. La bougie est importante pour ceux qui aiment le théâtre. Vous savez que la durée d'un acte au théâtre, c'est le temps pour qu'une bougie se consume. Donc si c'est en 5/4, il vous faut 5 bougies pour votre spectacle. Et donc on a différentes précisions associées à ces objets. Et on voit qu'on arrive à mesurer des précisions de l'ordre de la seconde. La question, c'est comment faire mieux? Alors, l'histoire, il y a souvent des surprises. La surprise, elle date du 22 octobre 1707. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé le 22 octobre 1707. Non, nous, on l'apprenait à l'école, parce que c'est un truc de français, ça encore. C'est qu'il y avait la flotte britannique qui aidait les Prussiens, qui étaient leurs alliés, et qui était au large de Toulon pour détruire la flotte française. Donc il y avait cette bataille navale, et le 22 octobre 1707, les Anglais sont partis, ils passent par Gibraltar, ils veulent remonter jusqu'à Portsmouth, et là, catastrophe, le plus grand désastre naval de la flotte anglaise,
qui s'échouent sur les îles des Sorlingues, que je vous ai mises ici, qui sont dans la partie ouest de la Grande-Bretagne. Et pourquoi est-ce que donc le capitaine, l'amiral était quelqu'un d'expérimenté, 21 navires, 2000 morts? Ça, c'est un gros choc. C'est un choc tel que ça commence à intéresser les politiques. Parce que pourquoi? Donc on fait l'analyse, comme toujours, il y a eu une catastrophe. Pourquoi il y a eu cette catastrophe? Eh bien parce qu'on ne s'est pas bien positionné en mer. Nos cartes n'étaient pas suffisamment précises, et puis notre localisation sur la carte n'était pas suffisamment précise. Et donc la couronne décide de régler le problème en 1714 avec ce qu'on appelle le Longitude Act. C'est un long texte qui lance un prix de 20 000 livres à qui pourra mesurer les longitudes en mer. Comment est-ce que vous faites pour savoir où vous vous trouvez en mer? Alors si vous êtes près des côtes, vous pouvez faire de la triangulation. Si vous êtes au milieu des mers et que vous ne voyez aucune terre émerger ou que vos cartes ne sont pas bonnes, comment est-ce que vous faites pour savoir où vous êtes? Eh bien, pour cela, il vous faut une montre. Soit être très fort en astronomie, soit avoir une montre. Pourquoi? Vous l'avez peut-être expérimenté, c'est à cause du décalage horaire. La Terre tourne, elle fait un tour en 24 heures, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, si je regarde le moment où le Soleil est au zénith, je mets ma montre sur midi. Si, quand je voyage vers l'est ou vers l'ouest, je conserve le temps où il est midi, je peux voir le décalage entre le moment où le soleil culmine, c'est-à-dire le midi solaire local, et le moment où il sera midi à l'endroit de mon départ. Quelle précision faut-il avoir? Eh bien, si je veux avoir la précision d'1 mille nautique, 1 mille nautique, ça correspond à 1 minute d'arc en fait, sur le globe terrestre. Vous faites votre petit calcul, ça correspond à 1,8 km. Il faut que votre montre soit précise à mieux que 4 secondes. Pas 4 secondes sur une journée. 4 secondes, c'est que vous embarquez à Portsmouth, vous traversez l'Atlantique et vous revenez, et après ce long voyage en mer où ça bouge, où il y a tout ce que vous voulez comme problème, votre montre n'a pas plus de 4 secondes de retard ou d'avance, avec des montres identiques qui sont restées au port. Donc ça va lancer toute une compétition pour faire des montres, et la compétition a été gagnée par John Harrison, qui va créer des chronomètres, des horloges très très précises. Et donc on va rentrer dans le monde de l'horlogerie mécanique, qui va avoir ses heures. Vous voyez, on est au XVIIe siècle, on va dire jusqu'au XIXe siècle, les choses vont pas trop changer. Et c'est là que je redonne la parole à Maxwell avec sa petite citation de tout à l'heure. Il y avait le mais. Où faut-il rechercher en fait ces standards de temps, de masse et de longueur? Il nous dit dans la longueur d'onde, la période de vibration et la masse absolue de ces molécules impérissables et inaltérables et parfaitement similaires. Alors ce que Maxwell appelle molécules en 1870, c'est ce que nous appelons aujourd'hui des atomes. Et ce que Maxwell avait remarqué, c'est que chaque atome peut émettre de la lumière chaque fois avec des fréquences ou des longueurs d'onde bien précises. Et ça, c'est quelque chose qui va être compris au XXe siècle, au début du XXe siècle, par la mécanique quantique. On va comprendre comment les atomes interagissent avec la lumière, que l'atome est constitué d'un noyau et d'un électron, et que cet électron peut être dans différents états d'énergie, et que quand je l'éclaire, il peut passer d'un état d'énergie à un autre, et il peut aussi se désexciter. Quand il se désexcite, il va émettre de la lumière, et il émet de la lumière à des fréquences bien précises. C'est ce qu'on appelle un spectre discret. Et en fait, ce spectre, c'est une fiche d'identité de votre atome. Il n'y a pas 2 atomes qui ont exactement le même spectre. Alors ça, c'est important, parce que ça permet de savoir, quand vous mesurez de la lumière, de savoir quelle est la composition chimique de ce que vous observez. On se rappellera, pour les astrophysiciens, qu'Auguste Comte nous avait dit que l'astrophysique n'était pas de la science parce qu'on ne pourra jamais savoir de quoi est composé le Soleil. Eh bien, dès qu'on a compris qu'on était capable de faire de la spectrographie, on a réussi à mesurer la composition chimique de la couronne solaire, de savoir qu'il y avait de l'hélium en particulier qui n'était pas connu sur Terre. Et donc, on se dit, là, j'ai des fréquences bien précises, je pourrais utiliser ça comme étalon de mesure. Dire, je choisis un atome, comme c'est un objet fondamental, sa fréquence doit toujours être la même. Et ça va donner l'avènement de ce qu'on appelle les horloges atomiques. Alors, voilà des horloges atomiques. Ça ne ressemble pas vraiment aux horloges qu'on a dans nos cuisines ou même à notre poignet. Mais ces horloges atomiques mesurent le temps de la façon la plus subtile que l'on connaisse aujourd'hui. Elles peuvent avoir des stabilités en fréquence qui sont en laboratoire aujourd'hui à 10 puissance moins 18, donc vous voyez 1 avec 18 zéros avant. Ça, ce sont les horloges atomiques les plus précises qui existent, et on pense pouvoir gagner presque 3 ordres de grandeur, donc arriver à 10 puissance moins 21 dans les années qui viennent. Et ça a de nombreuses applications, en particulier le GPS, qui va être utilisé par ces horloges atomiques.
Et donc, cette évolution doit être prise en compte puisqu'on va avoir des outils qui nous permettent, avec cette grande stabilité, quand je vous dis 10 puissance moins 18, pour le garder en tête, c'est 1 centième de seconde, une montre qui retarderait d'1 centième de seconde sur l'âge de l'univers, à peu près. D'accord? C'est pas mal. D'accord? Et donc, le Congrès général des poids et mesures va décider de prendre cette évolution physique et technique en considération. Et en 1967, on va définir la seconde, non plus à partir de la Terre, mais à partir d'un noyau, d'un atome, l'atome de césium-133. On va choisir une transition qui est particulièrement stable, qu'on est capable de reproduire dans beaucoup de laboratoires de métrologie. Et à partir de 1967, la seconde n'est plus astronomique. C'est une grande déchéance pour l'astronomie. Et donc, c'est l'ère des unités quantiques. Et on arrive à des précisions qui sont presque 100 000 fois supérieures que ce qu'on était capable de faire avant. Donc, changer la définition va changer aussi la précision des mesures qu'on est capable de faire. Et aujourd'hui, l'évolution est telle qu'actuellement, le Conseil international des poids et mesures est en discussion pour savoir s'il n'est pas temps de changer en fait, cette référence pour la seconde, de créer une nouvelle seconde. Alors la montre mesure le temps, je l'ai déjà dit 2 fois, ça. Et donc, qu'est-ce que c'est? Et surtout pour un physicien, qu'est-ce que le temps? Et comme moi, je ne sais pas trop, je préfère faire parler les autres. Donc je préfère faire parler les gens qui sont on ne peut pas trop discuter avec eux parce que c'est des sommités. J'ai pris Isaac Newton. Dans l'introduction des Principia, tout de suite, il est très très clair. Il vous dit, attention, il ne faut pas se tromper entre ce qu'on appelle le temps, l'espace, le lieu, le mouvement, entre ce qu'ils sont absolus, relatifs, vrais et apparents, mathématiques et vulgaires. Ce qu'il appelle les durées et les temps vulgaires, c'est ceux que vous mesurez, c'est ceux de votre vie de quotidien. Et mathématiques, ça va être la représentation mathématique qu'il va se faire du temps. Et ça va être un choix. Il va faire un choix, il va décider de dire le temps, c'est ça. Et bien sûr, ce choix, il va être éduqué, comme le disait Einstein, par l'expérience et par une certaine intuition. Et tant que les lois de la mécanique seront en accord avec l'expérience, il pourra dire, eh bien, le temps, c'est ça. Mais peut-être qu'il devra changer d'avis plus tard. Alors, le temps vrai et absolu et mathématique est sans relation avec quoi que ce soit d'extérieur. Ça nous aide, nous, les physiciens, que ça soit sans relation avec quoi que ce soit d'extérieur. Et sa nature coule uniformément. On l'appelle aussi durée. Je vais passer sur l'espace. Et donc, ce temps apparent, il va être représenté par un nombre réel, ça peut être l'angle que fait votre aiguille sur une montre, et ce nombre réel, il est absolu, il est continu, le temps ne va pas par saut. Et en fait, si on se pose les questions des espaces qui ont une dimension et qui sont continus, vous avez 2 possibilités, soit une ligne, soit une boucle. Mais comme on va imposer qu'on veut aussi avoir la causalité, c'est-à-dire que les effets précèdent les causes, eh bien, vous voyez qu'on ne veut pas avoir un temps cyclique parce que sinon, en fait, on va perdre la causalité. Et donc, pour lui, le temps va simplement être un nombre réel. Et donc, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle l'axe des réels. Voilà, c'est un choix. C'est une mathématisation de l'espace. Il fait la même chose pour l'espace à 3 dimensions. Et là, il dit qu'il veut que les figures géométriques soient celles de la géométrie euclidienne, que les triangles soient des triangles, que si vous prenez un triangle ici, que vous le déplacez, ça laisse le même triangle. On dit que l'espace est homogène. Que si vous prenez ce triangle, que vous le tournez sur lui-même, ça reste le même triangle. On dit que l'espace est isotrope. C'est l'espace euclidien à 3 dimensions. Et ça va fonder l'espace-temps de Newton. Et ça a une importance importante qui avait déjà été remarqué par Galilée. Alors Galilée avait fait la remarque sur les bateaux, où il disait, vous savez, il essayait de convaincre que la Terre bouge, que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil. Et on lui disait, mais en fait, si on bouge, eh bien, si je lâche quelque chose, il ne va pas tomber à mes pieds, puisque la Terre s'est déplacée, on devrait sentir ce mouvement. Et donc, vous comprenez que c'est quelque chose de très difficile à expliquer. Pourquoi est-ce qu'on ne sent pas le mouvement de la Terre ? Et là, il fait cette expérience et il dit, ben voilà, si vous êtes dans un bateau qui se déplace et que vous êtes dans la cale du bateau, qu'il n'y a pas de fenêtre, est-ce que les mouches sont collées à l'arrière du bateau ou est-ce qu'elles continuent à voler comme si le bateau était à l'arrêt au quai ? Il fait cette remarque et il dit, le mouvement est comme rien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que si j'étais dans un train qui roule en ligne droite à une vitesse constante, que je n'ai pas de fenêtre pour voir que le paysage défile, eh bien, je ne peux pas, par une expérience de physique, mettre en évidence le mouvement de ce train. Ici, j'ai mis 2 petits pendules. Le pendule qui est sur le quai et le pendule qui est dans le train qui roule à vitesse constante, on va dire 20 km/h, restent exactement le même. Ça veut dire que les horloges en mouvement mesurent le même temps. Vous voyez, ça, c'est une importance. Donc ça, c'est une symétrie. Si je suis en mouvement rectiligne et uniforme, le temps va passer de la même façon.
Et donc, va se poser la question, je vous ai dit déjà, les objets, je peux les tourner, je peux les déplacer. Eh bien, comment est-ce que je sais que les lois de la nature que je vais écrire restent les mêmes? Et on va chercher les symétries qui laissent invariantes les lois du mouvement telles que Newton les a écrites. Et alors là, je suis désolé, il y a une seule formule mathématique, mais vous n'en avez pas besoin, c'est pour ceux qui connaissent mieux. On va avoir ici, on peut tourner le référentiel, on peut le déplacer, et on peut le déplacer à vitesse constante, c'est-à-dire se mettre dans le train, décrire la physique dans le train ou sur le quai nous donne la même chose, et on peut choisir le mouvement du temps, l'homogénéité du temps. Et donc, vous voyez, ça nous donne un certain nombre de symétries. L'invariance par rotation, l'invariance par translation, l'invariance qu'on appelle galiléenne, qui est le fait de choisir le référentiel en mouvement que l'on veut, et l'invariance par reparamétrisation du temps. Et une fois qu'on a ça, on a l'espace-temps de Newton, qui est un feuilletage en fait, d'espace à différents temps. Et ça a une conséquence, en fait. Ces hypothèses-là ont une conséquence, c'est que si deux personnes synchronisent leurs montres, que leurs montres sont des bonnes montres, qu'il y en a un qui reste tranquillement chez lui, que l'autre part en voyage et revient, la durée du voyage mesurée par celui qui est resté à la maison et celui qui a voyagé est exactement le même, puisque les montres fonctionnent indépendamment de l'état de mouvement de l'observateur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai tout ça? C'est la catastrophe. Non, parce qu'aucune de ces propriétés ne sont vraies. Alors la faute à qui? Le monsieur que j'ai cité tout à l'heure, vous le reconnaissez, Albert Einstein, qui va remettre tout ça en question. Alors il y a tout un... Je ne vais pas rentrer dans les pourquoi du comment il est arrivé à ces conclusions. En 1905, avec sa théorie de la relativité restreinte, qui est une nouvelle cinématique, une nouvelle théorie du mouvement, et en 1915, par sa théorie de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation. Alors pour la relativité restreinte, le plus simple, en fait, souvent, je dis à mes étudiants, on va regarder dans le dictionnaire vitesse de la lumière. Alors on regarde et on dit dans la vitesse, dans le dictionnaire, celui que vous utilisez tous, il donne la vitesse de la lumière vaut 299, 792, 458 mètres par seconde. Et je leur dis souvent, vous ne trouvez pas ça louche? Et en fait, vous devriez trouver ça louche, puisque la vitesse n'est mesurée que par rapport à un système de référence. Je suis en vitesse par rapport à quelque chose. Comment puis-je écrire dans le dictionnaire que la vitesse de la lumière a une certaine valeur? Ça voudrait dire qu'elle doit être la même à l'intérieur du train, sur le quai. Comment est-ce possible? En termes galiléens, de la physique de Newton et de Galilée, ce n'est pas possible. Parce qu'il faudrait que la vitesse de la lumière plus n'importe quelle vitesse soit aussi égale à la vitesse de la lumière. Eh bien, vous voyez cette opération bizarre que V, une vitesse, plus la vitesse de la lumière, pardon, je l'appelle C, j'avais oublié de vous le dire, est toujours égale à la vitesse de la lumière. C'est une propriété. Et en fait, ça va donner une nouvelle cinématique. Au lieu d'avoir la cinématique de Galilée, eh bien, ça va être la cinématique de la relativité restreinte. Et au lieu d'avoir cette invariance que j'avais par le groupe qu'on appelait de Galilée, celui que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un nouveau groupe qu'on appelle le groupe de Poincaré. Et ce groupe, c'est vraiment une propriété de l'espace-temps à 4 dimensions de la relativité restreinte et qui va être très important pour la physique des particules. Et là, je ne dis pas pourquoi, parce que ça va être mes camarades qui vont le dire dans les jours qui viennent. Ça a une deuxième conséquence. En 1983, on se rend compte que du fait de l'amélioration de toutes les techniques d'horloge atomique et des lasers, eh bien, les mesures de distance ne sont pas assez précises. En fait, quand on mesurait la vitesse de la lumière, l'essentiel de la barre d'erreur venait des mesures de distance. Or, on savait qu'elle était constante. Donc, on a retourné le problème. On s'est dit, on va fixer la valeur de la constante de la vitesse de la lumière et on va définir le mètre en référence à la seconde. Et donc, en 1983, en 1983, mais elle a été rédigée en 2018, la définition du mètre, qui est l'unité de longueur définie en prenant la valeur numérique de la vitesse de la lumière dans le vide à le nombre qui est là, lorsqu'elle est exprimée en mètres par seconde. Ça veut dire que vous allez tout mesurer en secondes-lumière, en années-lumière. Vous avez une montre, et c'est les montres qui vous permettent de mesurer les distances. Ça, c'est à la fois important en termes de précision, mais c'est aussi important en termes conceptuels, parce que quand vous commencez à faire de la relativité restreinte puis générale, votre espace-temps n'est plus homogène. Si vous prenez une règle ici, et que vous la déplacez, eh bien, comment êtes-vous sûr en relativité générale que cette règle n'a pas changé de longueur? C'est quelque chose de très, très difficile, en fait, de comparer des objets qui sont à des positions différentes de l'espace et du temps. C'était possible chez Newton, ce n'est plus possible chez Einstein. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que la seule chose que l'on sait bien mesurer en relativité générale, c'est le temps, pas n'importe quel temps, le temps à ma montre. On va appeler ça le temps propre. Et toute la question de la relativité générale va être de savoir comment est-ce qu'on compare nos horloges. Ça va être une théorie de la comparaison des horloges. Et ce qu'on va comprendre,
dans le cadre de la relativité restreinte, c'est que quand une horloge est en mouvement, eh bien, le temps s'écoule plus lentement. L'expérience a été faite. Donc ici, vous avez deux horloges. L'une est en mouvement par rapport à l'autre. Ici, c'est la vitesse en mètres par seconde. Vous avez à 20 mètres par seconde. Eh bien, l'horloge en mouvement mesure un temps à une fréquence beaucoup plus faible que celle qui est au repos. La courbe sont les résultats théoriques et les points rouges avec leur barre d'erreur, les résultats expérimentaux. Ça a été mesuré dans plein de systèmes. On sait que les horloges en mouvement mesurent le temps de façon plus lente. Et puis avec la relativité générale, les choses vont empirer. C'est-à-dire que le fait que je sois ici ou là, que je mette ma montre à mes pieds ou à mon poignet, fait que ça va affecter la fréquence de l'horloge. Ici, c'est un des premiers résultats qu'il y avait eu expérimental sur le sujet, je ne me rappelle plus la date, mais on voyait que quand on prenait deux montres et qu'on montait une des deux horloges de 30 cm, eh bien, comme le champ de gravitation était plus faible, eh bien, il y avait une horloge qui fonctionnait plus rapidement que celle qui n'avait pas bougé. Et donc, ça voulait dire que la façon dont le temps s'écoule va dépendre du champ de gravitation dans lequel on se trouve. Vous avez tous vu les films, là, Interstellar, machin, il va proche du trou noir, il vieillit pas, l'autre vieillit, ainsi de suite. Tous ces paradoxes que l'on voit dans la science-fiction sont dus à ce phénomène de la relativité générale qu'on appelle l'effet Einstein. Et aujourd'hui, nos montres sont tellement précises que si je fais la mesure, que j'interroge mon atome ici ou 1 millimètre plus haut, je sens l'effet de la gravitation de la Terre. On arrive à avoir des horloges qui sont tellement sensibles à la forme de la Terre, à sa distribution de masse, que le facteur limitant, maintenant, c'est l'environnement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Ce qui a fait que la physique a fait tous les progrès qu'on a eus, c'était une science dans laquelle on pouvait faire ce qu'on appelle des systèmes isolés. On pouvait préparer des expériences qui s'affranchissaient en fait des problèmes, de toute l'influence de ce qui était à l'extérieur. Quand Cavendish veut mesurer la loi de Newton, mesurer la constante de gravitation, à Londres, il y a trop de chariots, ça a trop de vibrations, il part à Cambridge, un laboratoire dans la campagne, il arrive à faire ses mesures. Même au CERN ici, il y a eu des problèmes à un certain moment, le passage des TGV affectait certaines mesures. Avec la physique de très haute précision, eh bien, c'est l'effet de l'environnement sur ce que l'on mesure qui nous pose un problème. Et donc, ça veut dire qu'il y a un moment, il y a peut-être une limite ultime dans la précision avec laquelle on peut tester les lois de la nature. Mais ça a aussi un avantage. Si j'ai un réseau d'horloges atomiques à la surface de la Terre, eh bien, en les comparant, je suis capable de faire de la géophysique, de la géodésie, de mesurer la forme de la Terre. Je suis même capable de voir, par exemple, que entre l'été et l'hiver, les glaciers fondent, la banquise fond, les eaux se redistribuent à la surface de la Terre parce que les effets gravitationnels de cette redistribution des masses d'eau sur la Terre est mesurable par ces horloges. Donc, je vais presque finir. Je pense que je suis déjà un peu long, non ? Il faut me dire, hein. Sarah ? Tu me laisses encore combien ? 30 secondes, 2 minutes ? Ouais, non mais c'est bon. 1 heure ? Très bien. Je peux vous le faire, mais c'est pas... J'ai plein d'histoires à vous raconter. Hein. Donc tout ça pour dire que la comparaison du temps mesuré par deux horloges va dépendre de son état de mouvement, de sa position dans l'espace-temps. Et que ces deux effets, en fait, sont à prendre en compte. Quand vous utilisez votre GPS, si vous ne maîtrisez pas, vous ne prenez pas en compte ces deux effets de modélisation par le mouvement des satellites, le fait qu'ils sont en orbite, donc dans un champ de gravitation plus faible, votre GPS n'est pas stable. Et comme je vous l'ai dit, les horloges atomiques atteignent aujourd'hui des précisions telles qu'on a décidé de définir toutes les unités du système international à partir d'horloges atomiques. Comme on avait utilisé la vitesse de la lumière pour définir le mètre à partir d'une horloge atomique, eh bien, on a décidé en 2018 de définir le kilogramme en particulier en fixant la valeur de la constante de Planck. On a défini l'ampère en fixant la valeur de la charge électrique à des valeurs exactes. Et donc ça, c'est un changement mais conceptuel majeur, c'est-à-dire au lieu de dire « voilà un objet physique qui est une unité » et vous mesurez certaines constantes, ça a été cette compréhension théorique que les constantes sont peut-être les objets les plus fondamentaux de nos théories et que ça doit être ceux qui sont le plus pérennes, et de dire, en fait, on va fixer leurs valeurs et on va réaliser dans le laboratoire un étalon qui est tel que cette constante, quand je la mesure, a exactement cette valeur. Et donc, en fait, c'est un jeu un peu comme un thermostat, ça change radicalement la définition des unités. Alors, dans la vie de courante, ça ne change rien. Imaginez que vous alliez au marché acheter 1 kilo de pommes de terre en disant la constante de Planck vaut tant.
ça va poser des problèmes. Et j'avais écrit une petite nouvelle juste pour m'amuser à le faire. Donc avec une horloge, normalement, vous devez être capable d'acheter 1 kilo de pommes de terre. Donc c'est un peu compliqué. Mais dans la pratique, c'est ce qu'on fait dans les laboratoires de métrologie. On a certains types de balances qui nous permettent, en fait, à partir d'horloges atomiques et ce qu'on appelle une balance du watt, d'être capable, en fait, d'étalonner 1 kilogramme qui prennent en compte le fait que la valeur de la constante de Planck vaille exactement cette valeur. Donc, vous voyez, c'est en réfléchissant sur les objets les plus pérennes, ceux qui sont les plus stables. Les particules élémentaires sont les plus stables parce qu'elles ne peuvent pas être altérées. Si je prends un atome, je peux le casser en protons et en neutrons. Si je prends un électron, comme dans nos théories, c'est une particule élémentaire, l'électron ne peut se désintégrer en aucune autre particule, il ne peut pas changer de masse, changer de charge, c'est constant. Dans ce cadre théorique, peut-être qu'un jour, une théorie plus fondamentale nous dira « Attention, cet objet que tu pensais être fondamental est composite, et donc il pourra être altéré. » Mais l'idée de Maxwell de fixer nos systèmes de mesure sur les objets les plus fondamentaux de la théorie, en fait, quelque part, font dépendre nos outils de mesure des théories les plus fondamentales et vont rechercher en leur cœur le fait que ces théories ne dépendent pas du temps. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ce n'avait pas été le cas, eh bien, nos systèmes d'unité ne seraient probablement pas... nos théories le monde ne serait peut-être pas compréhensible par des théories physiques. Dans le cadre de la relativité générale, en fait, il y a un principe qui permet de justifier tout ça, qui est ce qu'on appelle le principe d'équivalence, qui repose sur trois axiomes, sur l'invariance de position, donc le fait que quand je fais une expérience ici ou là, eh bien, je dois obtenir la même chose, sur cette invariance galiléenne dont j'ai parlé tout à l'heure, et sur l'universalité de la chute libre. C'est un des principes. On ne sait pas d'où il sort, en fait, ce principe-là. L'idée est venue à Einstein en 1908. Il le raconte dans ses textes où il voit un ouvrier tomber d'un toit et il se dit, mais en fait, il a lâché son marteau et lui et le marteau, ils tombent à la même vitesse. Et il dit, ironiquement, il aurait pu se considérer qu'il était libre. Bon, il était en chute libre, ça ne dure que pas très longtemps, parce qu'après, on voit ce qui lui arrive. Mais si vous êtes dans un ascenseur en chute libre, et je pourrais vous montrer un film si vous voulez, eh bien, on a l'impression que la gravitation dans cet ascenseur en chute libre peut être effacée. Et c'est ce que va utiliser Einstein, ce principe d'équivalence qui avait été mis en lumière par Galilée déjà, qui fait que la théorie de la relativité générale a une certaine structure. Mais on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. C'est un principe mathématique et il n'y a pas de raison pour que ça soit ça. On pourrait vivre avec des théories qui ne satisfont pas ce principe. On en connaît beaucoup. Tous les gens qui travaillent sur les théories au-delà de la relativité générale travaillent avec des théories qui ne satisfont pas ce principe d'équivalence. Pour autant, c'est un des principes les mieux vérifiés expérimentalement que l'on connaisse. Il est vérifié depuis quelques années à 10 puissance moins 15, donc 15 chiffres après la virgule, par un satellite qui s'appelle le satellite microscope, sur lequel j'ai eu de la chance de travailler un petit peu, et qui nous dit que les objets, à la 15e décimale, en fait, tombent tous exactement de la même façon dans le champ de gravité de la Terre. Et là, vous voyez, on a un principe qui est un principe phénoménologique dont on n'a pas de compréhension théorique, et ça, quelque part, c'est aussi une sorte de motivation pour les théoriciens d'aller comprendre l'origine de ce principe, qui est peut-être un des principes les plus fondamentaux que l'on a, des plus beaux en fait, de la physique théorique. Bon, là, je parle en tant que quelqu'un qui aime la gravitation. Ceux qui aiment les particules, ils ont un autre principe, je pense, qu'ils trouvent le plus beau. Et donc, pour finir, je voudrais vous rappeler simplement donc, que l'existence des horloges, c'est lié à une symétrie de la nature, cette invariance dans le temps, donc qui assure la conservation de l'énergie, et que ça va avec une représentation mathématique qui, elle aussi, a évolué. Le temps de Newton n'est pas le temps d'Einstein. Peut-être que le temps de la gravité quantique sera différent. C'est d'ailleurs un problème de toutes ces théories, de savoir comment, quand on part de ces théories-là, où la géométrie n'est plus du tout la même qu'en relativité générale, à nos échelles, on a un temps qui est celui que nous mesurons aujourd'hui. Donc ça, c'est une question ouverte. Comme je vous l'ai dit, la seule chose qu'on peut mesurer dans ce cadre-là, c'est notre temps propre, notre temps à nous, à notre montre. Et je vous l'ai dit, avec ces horloges-là, c'est votre montre ici. Si vous mettez votre montre à la cheville, ça ne marche plus, c'est deux temps différents. Vos pieds ne vieillissent pas à la même allure que votre tête. Et que le système international et les théories sont basées sur ces constantes qui sont supposées ne pas changer dans le temps. Comme je vous l'ai dit, on sait qu'elles n'ont pas varié de plus qu'on va dire entre 1/10 millième depuis le début de l'âge de l'univers, et qu'en laboratoire, elles ne varient pas de plus de 10 puissance moins 19 par an. On a beaucoup d'expériences qui le vérifient. Donc, on constate que les théories de la physique ne dépendent pas du temps. Mais ce n'est pas une certitude. Peut-être que quand on ira à des plus grandes précisions, eh bien, il faudra de nouveau changer notre description de la nature. Et c'est là, en fait, où on rejoint ce que disait Einstein, c'est toujours l'intuition
qui est, on va dire, inspiré par l'expérience. Et pour moi, c'est ça la base de la physique. Et j'espère que j'étais très heureux de pouvoir partager en fait, toutes ces variations. Et j'espère que vous avez vu ces premières incursions dans le monde des symétries qui sont nécessaires quand on veut parler de notre espace et du temps. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Uzan. Pour cet exposé limpide, là, on va prendre environ 30 minutes, parce que le temps passe. Si je fais bien le calcul, environ 2000 de ces petites secondes qu'on vient de définir. Alors, je vous invite à nous rejoindre pour le panel. Fermez l'ordinateur. J'aimerais aussi accueillir sur scène, du coup, Daniel Baumann, qui est professeur à l'Université nationale de Taïwan et à l'Université Amsterdam, qui est directeur du Centre Lung pour la cosmologie et l'astrophysique des particules. C'était « Je peux respirer ». Vous êtes le conférencier de demain soir, ainsi que Edmund Copeland. Vous êtes professeur de physique à l'Université de Nottingham, Royaume-Uni, et vous donnez votre conférence jeudi soir. Please join us on stage. Come on. Either here or here, as you wish. Thank you very much. Thank you very much. Donc, notre discussion va se dérouler à la fois en français et en anglais. Je vais mettre comme ça. I just want to remind you that normally everything will be translated into English in your headsets, and so you will be able to answer to the questions spoken in French too, normally. And I want this Q&A to be more of a conversation, so don't hesitate to react if you want to add something or add another perspective, even if the question hasn't been directed to you specifically. So, voilà. Et je vous rappelle, public... Alors, je me retourne vers la technique. Est-ce que tout va bien ou il y a un problème? Tout va bien. D'accord. Bon, alors... Je rappelle au public qu'il va pouvoir réagir grâce à des micros qui vont tourner dans la salle et en ligne, toujours la même plateforme, le même QR code. Je vais juste ouvrir le bal pour commencer avant de me retourner vers les questions de la salle. Voilà. Ma première question, elle va porter sur l'âge de l'univers. Jean-Philippe, une grandeur que vous avez évoquée à plusieurs reprises. 13,8 milliards d'années, plus ou moins. Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire, finalement, pour nous? Parce que c'est une construction. Nous, humains, on n'était pas là. So, je ne vais pas vous le répéter en anglais, vous l'avez eu, je pense. What does it mean for us humans to speak about the age of the universe? Because none of us was here at the very beginning. Peut-être vous, pour commencer, Jean-Philippe? Donc le point, c'est que personne ne vous a... vous, on vous a vu naître, personne n'a vu naître l'univers. Vous, on a marqué sur un registre l'heure à laquelle vous êtes né, le jour et tout ça, et on a pu compter, comme on a fait là, des secondes. Pour l'univers, c'est pas le cas. Et un grand problème quand on fait de la cosmologie, et voilà, j'ai des éminents collègues qui sont là, ils connaissent ça très bien, c'est que nous n'avons accès qu'à un seul univers, le nôtre, et nous l'observons depuis l'intérieur. On ne peut pas sortir de l'univers pour voir quelle est sa forme, pour l'observer. Et puis en plus, on n'en voit qu'une petite partie. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on ne va pas pouvoir prouver. Et en particulier, on ne va pas pouvoir observer cet univers qui naît, s'il naît. Et donc la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va construire ce qu'on appelle un modèle cosmologique, qui est une représentation mathématique de l'univers. Et depuis les années 20 et les travaux d'Alexandre Friedman et de Georges Lemaître, qui ont été les premiers relativistes à s'intéresser en fait à ce qu'on appelle la cosmologie, la modélisation mathématique de notre univers, ils ont compris que l'univers était en expansion, que l'univers se dilatait, les galaxies s'éloignaient les unes des autres. Et en fait, ils vont avoir des lois mathématiques qui vont relier l'évolution de cet univers à la matière que l'univers contient. Et tout un travail de la cosmologie, depuis plusieurs décennies, était de savoir quelle est la quantité de matière dans l'univers, combien il y a de radiation, combien il y a de pression, est-ce qu'il y a une constante cosmologique. Et les expériences de cosmologie, en regardant les galaxies se former, en regardant comment la lumière est déformée, en regardant à quelle distance se trouvent les supernovas, en mettant toutes ces expériences ensemble, a réussi à calibrer son modèle et à une loi mathématique d'évolution de l'univers. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est, à partir de la mesure, en particulier de la constante de Hubble, qui est une façon de vous dire, qui est le taux d'expansion de l'univers aujourd'hui, de remonter cette loi mathématique et de dire à quel moment est-ce que le modèle
arrive à cette fameuse singularité, donc ce moment où, en fait, il n'est plus prédictif. Hein, ce fameux Big Bang qui n'est pas la création de l'univers, mais qui est le moment où la théorie n'est plus capable de s'exprimer sur l'univers. Et donc ça, on arrive à un âge qui est environ 13,8 milliards d'années, mais aujourd'hui, on a un débat là-dessus. On n'est pas tous d'accord sur la valeur de la constante de Hubble. Quand je dis nous, c'est les expériences ne sont pas d'accord sur la valeur de la constante de Hubble. Et puis, vous avez sûrement entendu parler que le modèle cosmologique est en fait bousculé de plusieurs façons, en particulier parce qu'on a des questions sur la cause de l'accélération, donc cette fameuse énergie sombre que tu connais peut-être presque mieux que moi, et donc qui, selon le modèle qu'on va avoir, en fait, on va arriver à des nombres différents. Ce qui veut dire que quand vous dites l'âge de l'univers est, vous avez dans votre tête une construction mathématique qui suppose la validité de la relativité générale, la validité d'un principe cosmologique qui s'appelle le principe cosmologique qui dit que spatialement l'univers est homogène et isotrope, ce qui vous donne une façon de définir en fait les temps, les distances, les décalages spectraux. Et qu'en calibrant ce modèle-là, vous arrivez à une conclusion qu'entre ce moment où tout devient singulier et aujourd'hui, il s'est passé tant de temps dans le cadre du modèle. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre comme une vérité, il faut le prendre comme une propriété du modèle. Il faut faire attention, c'est-à-dire que souvent, quand on entend des gens qui ont des modèles alternatifs, eh bien, c'est là où les choses pêchent. C'est-à-dire que pour avoir ce résultat-là, on a une compréhension globale en fait, de ce modèle-là, et c'est ça qui fait la force du modèle. On comprend différents types d'observations, et c'est ça qui lui donne une sorte de robustesse. Et on ne peut pas changer dans un endroit sans que ça ait des influences partout. Mais de garder en tête que peut-être ce nombre changera, et ça ne sera pas une catastrophe. Merci beaucoup. Do you want to add something? Is it you or Edmund? Yep, no problem. Okay. Yeah, maybe just I can make a quick comment. So yeah, we have this model of kind of the history of the universe that started with this hot fireball, 13.8 billion years ago. And so there's important milestones that we have actually seen. So for example, we have seen the first light coming from this fireball, which was released 380,000 years after the Big Bang. We have seen an event that happened 3 minutes after this hot phase, which is when the first light elements were formed. And then even the earliest we can really have access to is like 1 second after the Big Bang, neutrinos were released from this hot fireball phase. And we can still see the imprint of those neutrinos. They carry a lot of energy density, and we see the imprint of those neutrinos in the first light. It's an amazing observation. It takes us all the way back to 1 second after this singular moment in the beginning of the universe. So there's lots of things we can't go back in time, but we can look back in time, and so we can, in our minds can kind of travel back to these moments. Yes, so we have a concrete event. Of course, there are some uncertainties, so plus, minus, but we have this, we know it happens. Okay. I don't think you need to come on Thursday because they have just given my talk. We didn't know. Sorry. There are some more things. Okay, so next question. Do we have... Alors, on va passer sur le français, parce que je m'adresse au public et je me retourne vers Thierry. Est-ce qu'on a déjà quelques petites questions qui nous viennent peut-être en ligne de la plateforme? On a nombre de questions déjà. Alors, on va peut-être en donner quelques-unes. On va commencer avec une simple et une question qui dit, au fond, si le césium est déjà dépassé comme base de mesure du temps, qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? C'est toute la question. Donc c'est toute la question. Parce qu'en fait, il y a deux choses. On a aujourd'hui des horloges, particulièrement les horloges au rubidium, qui sont presque 100 fois plus précises que celles au césium. Il y a d'autres types d'horloges qu'on appelle les horloges optiques qui sont en développement et on pense qu'elles vont atteindre jusque-là encore 1000 fois mieux. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, le changement de définition, c'est un texte légal. C'est pas simplement de dire voilà la meilleure solution, comme on aimerait le dire. Si je suis moi dans mon laboratoire et que ça ne me regarde que moi, ça va. Là, si on change cette définition, ça veut dire que tous les échanges économiques, tout va être touché en fait par cette loi-là. Et donc, en fait, il n'y a aucun changement qui est fait de façon rapide. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu ce constat en métrologie d'avoir des horloges qui sont plus précises que le césium, et ça fait déjà bientôt presque une dizaine d'années qu'on sait ça. À partir de là, le Conseil international des poids et mesures a fait un groupe de travail qui a demandé de dire quelles seraient, donnez-nous des définitions possibles.
Et donc, à partir de cela, il y a eu ce qu'on appelle une roadmap, comment on dit ça en français, une sorte de plan de travail. À partir de ces définitions qui sont proposées, plusieurs laboratoires de métrologie dans le monde vont tester et voir quelles sont celles qui sont le plus faciles à mettre en pratique. Parce que ce n'est pas simplement une définition théorique, c'est une définition qui doit être mise en pratique. À partir de là, donc les congrès ont lieu tous les 4 ans. Il va y avoir un rapport sur cette roadmap fait par plusieurs laboratoires qui va vous dire voilà les définitions qui marchent les mieux et tout ça. Il va y avoir un groupe de travail qui va proposer une définition et qui va dire maintenant on veut que dans un certain nombre de laboratoires, ils vont fixer le nombre de ces laboratoires dans le monde, eh bien on arrive à réaliser la seconde avec cette précision-là à différents endroits par différentes équipes. Et si c'est possible, si c'est prouvé, donc encore 4 ans plus tard, eh bien peut-être qu'on votera la redéfinition de la seconde. Donc c'est un processus qui est lent. Et c'est lent parce qu'en fait, ça a des implications pour la société et qu'on ne peut pas du jour au lendemain décider de changer cette seconde-là. Ça a des problèmes pour l'astronomie. Et puis la question qui se pose, il y a tout un diagnostic qui est fait de dire si je change la définition, quels sont les phénomènes que l'on connaît qui ne sont pas du tout affectés par cette redéfinition et quels sont ceux qui le sont. Et là, après, à chaque fois, on fait appel à des experts pour avoir des visions, des diagnostics sur ce qui va se passer quand on va prendre cette décision. Donc c'est pour ça que c'est long. Changer le maître étalon de la seconde n'est pas facile parce que, comme vous le dites, il faut faire des vérifications et des revérifications. Du coup, peut-être a quick question for Edmund Copeland. During our preparatory discussions, yes, please do so. Sorry. Maybe I can just add something to what Jean-Philippe said. It may sound a bit pedantic, right, to be trying to define the second to such a high precision. Why? You don't care, right? When you go waiting for the bus, being late, you don't say, my word, it's 6 times 10 to the minus 18 seconds late. But so in theoretical physics, especially in cosmology, you would like to understand what the underlying theory is that explains the evolution of our universe. And one of the favored candidates you may have heard of is called string theory. That's one possible explanation of how we might unify quantum mechanics and gravity. In that theory, the constants of nature in the early universe are not constant. They're actually evolving. And so Newton's constant, which we happily use today when we work out the orbits of planets, in the very early universe, it wasn't constant. And so one of the big things that we would like to do is try and understand whether we can see any evidence as we go back in time of the evolution of those constants. And so having this high precision tests is really important. Thank you very much. But to make it even more concrete, I told you that the only device... pardon, j'étais en anglais là. OK. Non, le seul artefact qui reste, c'est une montre. Tout le reste est défini par des constantes de la nature. À partir de ça, aujourd'hui, le kilogramme, on a une précision d'un centième de microgramme, que ce soit sur la tonne, que ce soit sur le milligramme, et ainsi de suite. Eh bien, vous avez des principes actifs en médecine qui aujourd'hui sont au microgramme près. Vous avez des technologies quantiques qui sont des mesures à l'électron près. Eh bien, vous devez être sûr que quand vous faites ces mesures-là, en fait, vous avez la précision. Donc, en fait, la précision que vous allez obtenir sur la seconde va ruisseler sur les précisions de l'ampère dont vous avez besoin dès que vous faites de l'électronique, du kilogramme et du mètre, et ainsi de suite. Et c'est aussi pour ça qu'on veut des horloges qui soient plus précises. C'est pas pour la seconde elle-même, parce qu'en effet, il n'y aura pas beaucoup de phénomènes physiques, à part en physique fondamentale, qui vont requérir en fait cette précision-là. Mais pour d'autres domaines qui sont autour, et dès qu'on commence à parler de biologie quantique, de médecine et de ce genre de choses, en fait, on a besoin de cette précision ultime. Oui, vraiment l'aspect métrologie. Je vois que l'heure tourne vraiment très très vite. Alors, je souhaiterais quand même voir si on a des questions dans le public présent dans l'auditorium ce soir. Peut-être le monsieur, jeune homme en blanc, qui est au plein milieu, et puis après on ira à droite. Si c'est possible de passer le micro. Ah, ok. J'avais une petite question. Bonjour, là, devant toi. Juste là. Voilà. Voilà. J'avais une petite question. Avant, vous avez dit que le temps... disons qu'une horloge avancera plus lentement quand elle est en mouvement qu'à l'arrêt.
si je me souviens bien. Est-ce que c'est valable pour tous les types d'horloges ou seulement pour les horloges mécaniques voilà. Et s'il y a une différence, est-ce qu'elle est symétrique? C'est un très bon point. Parce que peut-être que je n'ai pas été assez clair. Ce n'est pas un problème d'horloge, c'est un problème du temps, quelle que soit l'horloge. Et c'est là, parce que si c'était un problème d'horloge, on va dire fabrique une meilleure horloge, trouve une horloge qui n'a pas cette propriété. C'est vrai de toutes les horloges. C'est la propriété fondamentale du temps qui découle de la cinématique de la relativité restreinte. Et donc c'est une propriété universelle. Voilà. You want to add something, Daniel? Yeah, maybe just very quickly. So in particular, it's also true for your own heartbeat. So meaning that you will age differently if you move quickly versus when you're at rest. Merci, thank you. Je vais poser une petite question à mon tour. Jean-Philippe, on peut s'interroger peut-être sur qu'est-ce qui traverse le temps. On a vu comment on fait une horloge, comment on construit la seconde. Il y a aussi les questions de qu'est-ce qu'on laisse, et notamment ces capsules temporelles. Ces capsules temporelles qu'on veut soit laisser sur Terre pour qu'elles survivent à une éventuelle catastrophe et montrer une trace à nos descendants, à nos survivants, ou alors qu'on envoie dans l'espace. C'est ce qu'a fait ce qu'ont fait les sondes Voyageurs, je crois, en 77. Et pour cela, on doit trouver des matériaux, des moyens de conservation les plus durables. Et vous, Jean-Philippe, vous travaillez sur le projet Sanctuary qui doit déposer sur la Lune, dans le cadre des missions Artemis, des disques qui doivent contenir une sorte de sauvegarde des connaissances de nos civilisations. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et peut-être la question de fond, comme vous me le souffliez, c'est quoi qui traverse le temps finalement? Est-ce que c'est les objets inertes? Est-ce que c'est la biologie? Qu'est-ce qui traverse le temps? Oui. Donc vous savez, si je prends n'importe quel objet, que je le laisse dehors, eh bien, il va s'altérer, il va commencer à pourrir. Si je laisse mon vélo dehors, il va se mettre à rouiller. Ça, c'est embêtant. Moi qui aime beaucoup les météorites, eh bien, il faut les trouver assez rapidement parce qu'elles se mettent à rouiller. Les météorites, c'est quand elles tombent sur Terre, donc on essaie de les trouver assez rapidement. Donc en fait, tous les objets composites ont tendance à se déliter. C'est vrai pour les particules fondamentales. On sait que le neutron, il a une durée de vie quand il est tout seul de 980 secondes. S'il est dans un noyau atomique, il a une durée de vie beaucoup plus longue. On ne sait pas si le proton est stable ou pas. C'est une grande question de la physique fondamentale. Et on a l'impression que les objets matériels, en fait, ont du mal à traverser le temps. À part, comme le disait Maxwell, ces objets les plus fondamentaux des théories. Et donc, c'est peut-être les théories elles-mêmes qui, ça, ne sont plus en fait des objets matériels, mais qui sont de l'information, d'une certaine façon. Et puis les particules les plus fondamentales. À un niveau plus, on va dire, plus humain, il y avait, je ne sais plus qui avait fait ce poème, mais en fait, il y avait ce poète qui regardait un paysage et il voyait, il y avait une statue, il y avait des fleurs, et on avait l'impression qu'à la fin de l'été, les fleurs fanaient et que la statue était beaucoup plus pérenne que les fleurs. Et puis il retourne 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, et puis la statue commence à s'effriter, et puis les fleurs sont toujours là en train de fleurir d'une année sur l'autre. Et au bout d'un siècle ou 2 siècles, il n'y a plus de statues, et puis en fait, il y a encore des fleurs qui continuent. Et là, en fait, il y a cette réflexion de dire, en fait, il y a quelque chose qui traverse le temps peut-être plus que les objets matériels, c'est le vivant, parce qu'il a mis en place, le vivant, quelque part, a cette façon de se reproduire lui-même pour pouvoir traverser le temps, alors pas individuellement, mais en tant qu'espèce de fleur dans l'exemple précédent, et de traverser le temps sur des échelles beaucoup plus grandes. Et ça va intéresser le physicien parce que derrière, il y a un principe qui est cette histoire de l'entropie, en fait, qui à un moment, on veut lutter contre l'entropie. Et en fait, un phénomène vivant, c'est un phénomène qui, localement, va lutter contre les lois de la nature. Vous savez, quand vous mettez de l'eau salée avec de l'eau non salée, eh bien, le sel va se répartir de façon homogène, il va se diluer. Eh bien, vous, quand vous allez nager dans une piscine, vous ne vous diluez pas dans la piscine. C'est parce qu'en fait, quelque part, votre corps empêche qu'il y ait cet équilibre chimique qui se passe. C'est la même chose pour la température. On utilise ça dans tous les films policiers. C'est qu'à partir du moment où la personne est morte, que sa température corporelle commence à baisser et qu'on date l'heure du meurtre. Et donc, en fait, vous luttez contre un phénomène naturel qui est l'augmentation de l'entropie. Et ça vous permet à des objets vivants, en fait, de traverser le temps beaucoup plus que de la matière inerte. Voilà. Donc ça, c'est la première. Je ne sais pas si peut-être je ne vais pas être le seul à parler. Vous souhaitez ajouter quelque chose sur l'entropie? Non? Non. Bon, merci en tout cas. Alors, oui, c'est un vaste sujet, c'est vrai. Moi, j'ai plein de questions à vous poser, sauf qu'il faut que vous, public, vous puissiez aussi poser vos questions. Donc, je me retourne vers Thierry, comme vous me disiez qu'il y a beaucoup de questions en ligne.
deux questions sur la nature du temps, en fait, qui sont peut-être un peu liées. La première est de dire, si on va plus vite que la lumière, est-ce qu'on arrive à remonter le temps? Et la seconde est liée à la discussion qu'on vient d'avoir. Comment est-ce qu'on sait que le temps va dans ce sens et pas dans le sens contraire? Ça recoupe très bien une question que je souhaitais poser à nos intervenants, et en particulier à Daniel Baumann. Your talk tomorrow is about the power of symmetry and time, which is today's topic. It's not symmetrical. Past and future are not equivalent. So why is that? Okay. And also the question. Yeah, thanks a lot for that question, because I think since we're talking about time tonight, I think it's extremely important that it maybe take 2 minutes to describe this, because I think we have to distinguish two things very carefully, otherwise we get confused. Okay? So there's symmetries of the laws of nature, and then symmetries of physical objects within nature. And so in particular, there's, as we heard in the talk, there's a time translation symmetry of the laws of nature. It doesn't matter whether I do an experiment today or tomorrow or next year, I will always get the same outcome. And that's an absolute symmetry of the laws of nature. It's not asymmetric in that sense. There's a second symmetry in time, which is a reversal in time, that I can run physical processes backwards in time, and there's also no change at the microscope, at the level of the microscopic laws. Except for one very small wrinkle that we'll hear about on Wednesday, that the weak nuclear force distinguishes between the past and the future. So it was a big surprise that we will hear about on Wednesday. But otherwise, all other laws in nature are symmetric when they exchange the past and the future. So then there's a big puzzle. Why do we remember the past and not the future? And so why is there an hour of time? And so the answer is because our physical system, our physical universe started in a state of very low entropy. So the very early universe was very ordered for some reason that we don't understand extremely well. And then as the universe evolved, it got more and more disordered. Structures were forming, and the entropy of the universe was growing. And that created an illusion of an arrow of time. But the microscopic laws of nature are symmetric on the past and future. And so it's very important to distinguish these two things, otherwise we get confused. Do you want to add something, Ed? So there was part of the question was about whether you could travel back in time. There are solutions to Einstein's equations of motion, which in principle allow them. They're called closed time-like loops. But as far as I'm aware, in every situation that could happen, there's some physical property which tends to get violated, whether it be energy conservation. And it even led Stephen Hawking to develop what he called a chronology protection conjecture, which basically said you can't go back in time. No one's been able to properly prove it, but even Einstein's equations are rich. There are many, many solutions, and maybe not all of them are physically accessible. Thank you very much. L'heure tourne vraiment très très vite. Je pense qu'on peut prendre une dernière question du public. Alors, oui, monsieur, peut-être. Ah oui, vous êtes deux. Bon, peut-être deux questions du public, si vous ne faites pas trop long. Oui, je voudrais poser la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de la position du professeur Carlo Rovelli qui dit que le temps n'existe pas? Et qu'est-ce que vous mesurez justement dans cette seconde que vous nous avez présentée, si vous acceptez cette proposition? Qui ça, moi? Ok. Non, bon, Carlo est un très bon ami. Donc en fait, je pense qu'il fait un point, c'est-à-dire que ce temps qui passe, qu'on a décrit par la relativité générale, comme on l'a dit, c'est quelque chose d'intuitif que l'on a. On pourrait imaginer des modèles, en fait, où au niveau microscopique, il n'y a pas besoin de temps. On sait faire ça mathématiquement. C'est un petit peu le même passage que quand on est passé de la physique de newtonienne, vous savez, donc j'écris que je cherche la trajectoire d'un objet et j'écris que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. Et je résous des équations qui font intervenir le temps. Quand on a eu les développements de la mécanique analytique, c'est pas comme ça qu'on fait. On trouve une fonctionnelle et on dit je veux aller de point A à ce point-là. Je vais trouver l'optimum de cette fonctionnelle et ça va me donner la trajectoire. Et j'ai plus besoin de temps dedans. Le temps n'apparaît plus. Donc en fait,
Quand il dit ça, ça veut dire que premièrement, il y a une façon sur la façon dont on doit formuler les lois de la nature. Est-ce qu'on doit les formuler en termes d'équations ou est-ce qu'on peut se satisfaire de choses qui seraient équivalentes mais qui ne sont pas la même chose de ces lois variationnelles, c'est-à-dire trouver des trajectoires sans avoir à résoudre une équation qui fait explicitement intervenir le temps. Et puis dans un deuxième temps, une fois que je suis capable de faire ça, et lui, il a en tête des théories de la gravitation quantique, comment est-ce qu'une fois que j'ai cette nouvelle formulation mathématique, comment est-ce que j'arrive à comprendre que le temps que je mesure, moi, de façon classique ici, va être le temps ordinaire? Parce que bien sûr, celui-ci, il a été testé de plein de façons. Et c'est le grand problème de la gravité quantique, c'est de voir ce qu'on appelle l'émergence du temps classique, en fait. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas de solution à ma connaissance, même si je ne suis pas spécialiste de gravité quantique. Mais c'était l'état de ma compréhension des choses, dernière discussion que j'ai eue avec lui, en tous les cas. Do you share the same opinion? Yeah, so maybe just a quick comment about this. So there's a notion or a strong belief, I think, amongst theorists that time and space really are emergent phenomena, in the same sense as like temperature and pressure are emergent phenomena. You can't define temperature or pressure for individual, particles. You can only define them, collectively when you have a glass of water or something like this. And so, in fact, there's a smallest distance of time and of space, which is the Planck length, below which we don't think we can even appropriately define what it means to talk about time and not space. Just because there's no operational way of actually measuring that's smaller than that smallest distance in time or in space. It's easiest to explain actually for distance. So if you try to measure distance, you have to, use a microscope, you have to use, wavelength of light, and the wavelength of light has to be as small as the distance or smaller as you're trying to measure. But then you're also putting a lot of energy into a small region of space. And so if you try to measure a distance that's smaller than the so-called Planck length, you would put so much energy into such a small region in space that you would create a black hole. And so that, even in principle, doesn't allow you to actually define an experiment to measure distances smaller than this quantum gravitational length scale. And whenever in physics there's something we can't even in principle measure, then we somehow think it doesn't exist. Yeah? That there must be some alternative way of describing the same physics that doesn't involve that quantity as a fundamental concept. And so that's what we think happens for time and for space. That at very short distances, time doesn't exist, space doesn't exist, but they emerge when we talk about longer timescales and longer distances. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? Très bien. On va prendre une autre question du public. Monsieur, au 4e, 5e rang, avec l'écharpe. C'est en bas. C'est en bas, c'est en bas. Attendez le micro, comme ça les gens en ligne auront votre question, sinon ils ne vont pas la voir. Merci beaucoup. La question est un peu naïve. Comment est-ce que vous pouvez parler d'une seconde ou 2 secondes après le Big Bang, alors qu'il y avait une telle énergie, qu'il y avait probablement un phénomène de masse considérable, et que de fait cela, le temps devait s'arrêter? Donc c'est comme l'âge de l'univers. Tu veux? Vas-y, j'ai beaucoup parlé moi. Vas-y. Mais si, vas-y. Yeah, maybe since I mentioned 1 second after the Big Bang. So actually, 1 second after the Big Bang, the energy was not yet higher, in fact, than the energies that we probe next door at the LHC in CERN. It was just around that energy scale, in fact. And so it's well without our, we understand the physics there very well. That's why we can predict what happened there, and we can compare that prediction, namely that neutrinos were released from this cosmic fireball, to what we see, and it matches. It's not extremely high energies. It's things that we can actually recreate here on Earth. Yes. But you're right in asking the question. I mean, if you went back even further, much further back, 10 to the minus 15 seconds, say, then we're in areas like energy scales we've never probed, and so that's where the modelling that Jean-Philippe talked about comes in, and so especially for all the younger people here who may be thinking of going into physics, there are so many unknowns in the models that we look at that need to be tested and seen whether they're sensible or not. Et si je peux rajouter, juste d'un point de vue physique, en fait,
Vous avez pas besoin. C'est comme pour l'âge de l'univers. Vous n'avez pas besoin de parler de temps. Ce qui est important dans les phénomènes physiques, c'est la vitesse à laquelle l'univers se dilate. Parce que la matière va devenir moins dense, parce que les énergies vont baisser. Et en fait, vous pouvez écrire toutes vos équations en termes du taux de dilatation de l'univers, donc 100 ans. Et ensuite, il va falloir trouver une correspondance entre la façon dont l'univers se dilate et le temps. Ça, c'est les équations d'Einstein qui vont vous les donner. Et donc, en fait, cette traduction du taux de dilatation, quelque chose d'assez robuste en temps, va dépendre du modèle. En particulier, si j'ai plus de radiation, si la constante de Newton change, en fait, cette relation entre les deux va être là. Et je dirais que je pense que ça a été introduit pour des raisons pédagogiques et de diffusion des connaissances, de parler en secondes plutôt que de parler en énergie, mais qu'en fait, ça crée de la confusion dans l'échange parce qu'en fait, en effet, on arrive, quand on pousse les choses logiquement, à la conclusion à laquelle vous arrivez, qui est tout à fait juste, de dire, mais en fait, comment c'est possible de mesurer ces temps-là? Et c'est parce qu'en fait, on ne les mesure pas et que ce n'est pas la bonne représentation de la dynamique de l'univers et d'utiliser le temps, c'est d'utiliser un taux de dilatation. Merci pour cette remarque qui fait une super remarque de conclusion parce que malheureusement, c'est un sujet où on pourrait tenir, je pense, des années dessus et malheureusement, on n'avait que 30 minutes pour les questions-réponses. Alors, je voulais... Many thanks to our panelists, all three of you. Thank you very much. Et je voulais également remercier évidemment l'Université de Genève, Thierry Courvoisier, Camille Bonvin, Finance Ban pour l'organisation et merci également à nos interprètes. Et moi, avant de finir, je voudrais juste qu'on passe à la prochaine slide si possible. Voilà, je voulais dire quelques mots sur le colloque, sur le spectacle Son et Lumière que le colloque organise comme chaque année. Spectacle Son et Lumière qui, comme Thierry l'a dit, se déroule au Musée d'Art et d'Histoire tous les soirs jusqu'au 17 novembre. Il dure environ 20 minutes et se déroule 3 fois par soir à 18h30, 19h30 et 20h30. Vous aurez peut-être le temps de voir le dernier ce soir si vous vous dépêchez. En tout cas, c'est superbe, je vous encourage à aller le voir. Et moi, je vous retrouve pour ma part demain à 18h30 pour la conférence de Daniel Baumann. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.